Bonjour à tous. Que signifie être intelligent au XXIe siècle? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui pour tenter de comprendre ce que cela veut dire pour celles et ceux qui en sont dotés, c'est-à-dire nous tous. Parce que oui, nous sommes tous intelligents, même si chacun de nous l'est à sa manière et à son niveau. Si l'intelligence est considérée comme une capacité ou un ensemble d'aptitudes qui permet à une personne de résoudre des problèmes, il est important de rappeler que selon Howard Gardner, qui est le spécialiste du développement cognitif, qu'il existe des intelligences multiples. Pour faire simple, ce n'est pas parce que vous étiez un cancre en maths que vous êtes complètement stupide. Non, l'intelligence n'a rien à voir avec le niveau d'instruction. Le problème, c'est que tous ces clichés sur l'intelligence peuvent impacter fortement l'estime personnelle et le bien-être. Mais alors, être intelligent, bonne ou mauvaise chose? Eh bien, on en parle tout de suite avec mon invité. Nathalie Claubert, bonjour. Bonjour. Mon invité, c'est vous. Vous êtes psychologue clinicienne et spécialiste du haut potentiel, ce qu'on appelle le HPI, haut potentiel intellectuel. Vous êtes par ailleurs co-autrice avec Nicolas Gauvry de Psychologie du haut potentiel aux éditions de Book. Vous êtes également l'auteur de Haut potentiel intellectuel et heureux. On va y revenir parce que ça, justement, il va falloir bien le préciser, aux éditions Le Duc. Donc, je le disais, alors là, je venais de dire QI, HPI, il serait peut-être bon de clarifier un point de vocabulaire. Quelle différence y a-t-il entre HPI et QI ? Alors le QI, c'est ce qu'on appelle le quotient intellectuel. C'est un résumé, on va dire une moyenne des capacités intellectuelles qu'on mesure par des tests d'intelligence. Et le QI, c'est le résultat global. Le QI, c'est le résultat global à ces tests d'intelligence. Une note. Voilà, tout à fait. Une note qui vous situe à peu près, dont la moyenne est à 100 et l'écart type à 15. C'est-à-dire que vous avez 68% de la population qui se situe entre 85 et 115. D'accord. Le haut potentiel intellectuel, ce sont des capacités intellectuelles nettement supérieures à la norme. Par convention, on dit que ça commence à partir d'un quotient intellectuel supérieur ou égal à 130, donc plus de 2 écarts types au-dessus de la moyenne. Ça représente 2,3% de la population environ. D'accord. Je le disais en préambule, on est tous intelligents, au minimum. Enfin, pour vivre en société, on a tous un minimum une intelligence, mais on l'a dès notre naissance. On l'acquiert, on le devient, on l'entretient, comment ça se passe ? Un petit peu des deux. C'est-à-dire qu'il y a, dans l'intelligence, dans les capacités cognitives, il va y avoir une composante innée, génétique, on dit environ 50%, dont, des capacités dont on hérite. Et puis après, ce sont aussi, dans le développement, quelque chose qui va s'actualiser dans le milieu, dans notre environnement, en fonction de nos opportunités, de la façon dont on se développe, des stimulations qu'on va avoir. Et donc, il y a quand même 50% de notre développement des capacités intellectuelles qui est dû plutôt à l'influence du milieu. Donc, un peu des deux. Vous êtes en train de me dire qu'on peut, en fait, travailler son intelligence, on peut la développer. En quelque sorte, oui, elle se développe. D'accord. Alors, on va tout de suite clarifier quelque chose aussi. Les garçons et les filles sont plus intelligentes ? Alors, au niveau de l'intelligence, ils sont tous les deux intelligents. Il n'y en a pas, les filles ou les garçons, il n'y en a pas un qui est plus intelligent que l'autre. D'accord. L'autre question qu'on est en train de se poser, parce que je le disais tout à l'heure, là en ce moment on entend beaucoup parler du HPI, c'est un peu le terme à la mode, cet acronyme, je le répète, ce qui veut dire haut potentiel intellectuel, notamment avec la série qui est sortie il n'y a pas très longtemps avec Audrey Fleurot sur TF1. On a quand même parfois l'impression que ces termes, il y a une connotation marketing un petit peu, c'est-à-dire que pendant longtemps on était sur le QI, puis est-ce que ça a plafonné? D'un seul coup on dit allez on va sortir un nouveau mot pour relancer le business autour des tests, autour des consultations, Il y a beaucoup de détracteurs qui disent que le HPI ça ne veut rien dire en fait. Alors ce qu'il faut comprendre c'est que HPI c'est le terme qu'on utilise maintenant pour désigner ce qu'on appelait avant les surdoués. Donc en fait, on en parle depuis très longtemps. Ça fait plus de 100 ans, plus de 150 ans que beaucoup de scientifiques s'interrogent sur ce qu'on appelait d'abord le génie, puis ensuite le surdon, ou les enfants doués, les gifted par exemple aux États-Unis, et qu'on va appeler maintenant, parce que c'est le terme consensuel qu'on utilise en sciences et puis pour les cliniciens, le haut potentiel intellectuel. Alors évidemment, même si on l'utilise depuis très longtemps, c'est un sujet qui, depuis quelques années, avec l'apparition de livres et puis de séries, est devenu de plus en plus populaire, de plus en plus à la mode, et qui est plus démocratisé, plus accessible auprès du grand public. Le truc, c'est qu'on a l'impression qu'en considérant les surdoués, en donnant cette classification d'HPI, on a l'impression aussi que ça permet à beaucoup de personnes de s'imaginer potentiellement l'être.
Ça a ouvert une porte, oui, mais toi, tu dois être HPI, sans trop savoir ce que ça veut dire. Donc, on fait un test vite fait sur Internet, on pose 20 questions, on en a 18 de bonnes parce qu'on l'a fait 2 fois. Je sais, je l'ai fait. Et on vous dit, vous êtes HPI. C'est quand même un peu plus compliqué que ça. Alors, tout à fait. Déjà, ça ne se fait pas sur Internet. C'est bien de Ouais, le ça, il préciser. faut bien rassurer toutes les gens qui ont eu 8 ou 10, enfin, qui ont eu des mauvaises notes, ça ne veut rien dire. Voilà, tous les tests que vous allez trouver sur Internet de passation rapide ne sont pas des tests sérieux. C'est pas ça qui va vous permettre d'identifier un haut potentiel intellectuel. Alors, comme beaucoup d'entités à la mode, mais j'ai envie de dire, ça va être le cas, par exemple, pour le syndrome d'Asperger, voilà, pour l'autisme, même pour le TDAH, qui devient un peu plus visible maintenant. À partir du moment où il devient visible, beaucoup de gens vont se reconnaître. Oui, non, mais vous me parlez d'handicap, là. Oui, Ça pas le vous- HPI. Le HPI est un n'est handicap. pas un handicap. D'accord. Effectivement, ce n'est pas un trouble. Mais comme beaucoup d'éléments thématiques psychologiques qui vont devenir un petit peu à la mode, dès que ça a de la visibilité, les gens vont s'y intéresser et peut-être s'y reconnaître. Après, il y a une autre chose qui explique que les gens se reconnaissent dans le portrait du haut potentiel, c'est qu'il y a des descriptions qui sont plus ou moins sérieuses, plus ou moins englobantes. Et quand vous allez avoir des descriptions très larges et très floues, finalement, qui incluent des éléments de personnalité, qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec l'intelligence, eh ben, vous allez avoir plus de monde, selon ce qu'on appelle par exemple l'effet Barnum. L'effet Barnum, c'est ce qui fait que vous reconnaissez dans des descriptions un peu larges et floues, un peu comme les horoscopes, si vous voulez. On a toujours l'impression que ça parle un petit peu de nous. Et ben là, ça va être pareil. Vous allez avoir des portraits comme ça, et les gens vont s'identifier à ces éléments-là et se questionner sur le fait de savoir s'ils ont ou pas un haut potentiel intellectuel. C'est notre cerveau. Homo sapiens a développé, on le sait, son cerveau en changeant sa nourriture. Ouais. Donc notre cerveau a grandi. Notre cerveau s'est amélioré, a grossi, donc sa compétence a grossi aussi. Ça veut dire qu'il y a un rapport entre la taille du cerveau et le quotient intellectuel ? Il y a un rapport, oui, entre la taille du cerveau et les compétences et l'intelligence. Mais c'est une corrélation, alors de 0,3 environ, entre la taille et effectivement le QI. Mais pour autant, ça ne vous permet pas de dire, ça ne marche pas de dire parce qu'on a un petit cerveau ou un gros cerveau, on va être intelligent ou pas intelligent. Si on a un grand front, un petit front, Voilà. ça... Non, ça, on ne va pas Voilà. pouvoir faire. Voilà. Même si statistiquement, il y a un lien, si vous voulez, ça ne nous permet pas d'identifier. Et ça ne nous permet pas non plus, par exemple, il y a un paradoxe avec ça, c'est que les femmes, en général, ont en moyenne un cerveau qui est plus petit que celui des hommes. Pour autant, il n'y a pas de différence de QI. Même si, à l'intérieur des femmes, il va y avoir un petit lien entre la taille du cerveau et les compétences, et à l'intérieur de la population des hommes, il va y avoir un petit lien, mais pour autant, ça ne nous permet pas de discriminer entre les sexes ou d'attribuer, parce que le lien n'est pas assez fort, à une taille du cerveau précise, des compétences précises. En vous écoutant, je reviens sur la question précédente concernant les tests. C'est complètement ridicule de faire des tests à des enfants. Alors, Non, ça mais, dépend pourquoi. Oui, voilà. Oui, Parce non, mais- qu'à la base, les tests... Non, ça pourrait avoir presque un effet inverse. C'est-à-dire que si on fait le mauvais test pour un enfant, on va le considérer, s'il le rate, on va dire il n'a pas la compétence ou il est retardé, non ? Alors, ce qui est très important déjà, c'est de se rappeler qu'un test, c'est pas un service comme ça. On n'est pas prestataire de service, nos psychologues. Voilà, un test d'intelligence ou un autre test d'ailleurs, ou un bilan complet qui explore différents aspects comme la personnalité, le fonctionnement émotionnel ou les compétences cognitives, ça se fait pour des raisons particulières. À dessein. Voilà, ça va être une décision, soit une orientation médicale, soit une demande psychologique. Ça va être lié à une demande et à une indication clinique, une indication psychologique. On ne va pas le faire pour rien, ou pour n'importe quoi. Donc ça, c'est très important de le situer du côté un acte professionnel. Oui, c'est pas juste un exercice pour satisfaire son ego. Non, effectivement, c'est quelque chose qui doit avoir un sens. Et d'ailleurs, ces tests-là ne sont pas faits nécessairement pour repérer un haut potentiel intellectuel, par exemple les tests de QI ou les tests d'évaluation de l'intelligence en général, les batteries, où il va y avoir plusieurs tests et différentes composantes de l'intelligence qui vont être évaluées. C'est à la base pour justement voir quel est le fonctionnement intellectuel et s'il y a des difficultés. C'est la première intention, la première utilité de ces tests. Alors, je le disais en préambule, Howard Gardner, le spécialiste du cognitif, disait qu'il y a 8, vous me disiez même 9... Dans certaines versions, oui. 9 parfois. intelligences. Mais en fait, on en identifie surtout 2, l'intelligence cristallisée et l'intelligence fluide, c'est bien ça ? Est-ce que vous pouvez un peu nous clarifier un peu tout ça ? Alors, Howard Gardner, c'est un modèle particulier qui s'appelle effectivement les intelligences multiples. Là, ce dont vous venez de me parler, ce n'est pas le même modèle que celui de Gardner.
Voilà, c'est plutôt issu des tests d'intelligence et de l'évaluation. Et ça fait référence à deux grandes composantes majeures, on va dire, de l'intelligence. L'intelligence fluide, ça va être les capacités de raisonnement, par exemple, logico-mathématiques. L'inné Alors, pas forcément que inné, parce que ça aussi, ça se développe aussi. Et l'intelligence cristallisée, c'est l'intelligence qu'on va acquérir surtout à travers des connaissances acquises, par exemple à travers l'éducation, et qui va plus renvoyer aux compétences verbales notamment, ou à d'autres types de compétences. Ça peut être aussi les connaissances mathématiques, mais qui va être lié à ce qu'on acquiert, effectivement, en termes de connaissances. Donc, un bon élève à l'école, il a une intelligence plutôt cristallisée, et un cancre qui s'en sort bien et qui en dit « Ah, quel dommage, vous pourriez tellement mieux faire », c'est quoi? C'est une intelligence fluide? On va dire qu'il va y avoir un moteur performant, mais que peut-être, effectivement, au niveau de ce qu'il a pu acquérir en termes de connaissances ou de compétences liées au domaine scolaire, ça va être moins performant. C'était pas une remarque personnelle, hein. Il n'y a rien de personnel là-dedans, même si, bon, bref. Notre cerveau, il a une limite, une limite cognitive, une limite physique. Oui, on va pas être complètement céphale avec un énorme cerveau, une grosse tête, mais vous me disiez avant l'émission que le QI s'arrête à 160. Donc quand on voit que Einstein a eu 182 ou je sais pas quoi, c'est n'importe quoi. Alors déjà, c'est reconstruit, c'est-à-dire c'est mesuré a posteriori. Donc déjà, c'est compliqué de savoir le QI de quelqu'un quand on n'a pas les résultats. D'ailleurs, comment ils font sur quoi ils se basent pour sortir des chiffres pareils? Alors, ils s'appuient sur différents écrits, sur différents éléments, et ils font des estimations. Mais ça, pour le coup, la plupart des cliniciens vous diront que ça, c'est pas tenable. On ne peut pas, comme ça, estimer a posteriori le QI de quelqu'un, puisque par définition, le QI, c'est les résultats d'un test. D'accord. Et donc, notre cerveau a une limite? Il a une limite physique, oui, bien sûr, et puis liée effectivement à sa structure biologique. Et après laquelle, on ne sait pas, mais oui, il y a des limites. Mais si le QI est limité à 160 là, en 2022, mais en 1930, il était aussi limité à 160 ou Alors la limite de 160, là, il évolue, je veux dire, avec les années, nos acquis, tout ce qu'on ingurgite intellectuellement, toutes les nouveautés de notre quotidien. Est-ce que ça fait grossir notre cerveau et notre quotient intellectuel? Alors là, vous devez faire référence à ce qu'on a. Voilà, il y a plusieurs questions. Donc déjà, 160, c'est parce que c'est ce qu'on a. On a décidé qu'effectivement, les échelles de Wechsler allaient jusque-là, à peu près. Les échelles de Wechsler, qui sont les échelles qui sont les plus utilisées, les batteries d'évaluation de l'intelligence les plus utilisées actuellement. Rien à voir avec l'échelle de Richter, qui est encore. Non, c'est pas la même chose. Wechsler. Et donc, c'est juste que c'est le chiffre jusqu'auquel, à peu près, vont ces échelles. Maintenant, ces échelles, elles sont réétalonnées. C'est-à-dire qu'à chaque fois, effectivement, on va, en fonction de la population et en fonction des données qu'on a, parce qu'elles changent, effectivement, on va faire en sorte qu'effectivement, on ait toujours les mêmes pourcentages de population, soit qu'on ait toujours la moyenne à 100, avec l'écart type, on va dire, à 15. Et ce qui fait que, si vous voulez, on ne va pas changer, ça ne va pas augmenter. On ne peut pas aller au-delà, voilà, effectivement, dans la passation du test lui-même. Maintenant, ce à quoi vous faisiez référence, c'est le fait que depuis les années 80 à peu près, je crois que c'est à peu près 84, on a mis en évidence, alors certaines études ont mis en évidence ce qu'on appelle l'effet Flynn. C'est-à-dire le fait que le QI augmenterait d'à peu près, je crois que c'est, si ma mémoire est bonne, à peu près 3 points tous les 10 ans environ, augmenterait en moyenne dans la population. Dû à différents facteurs. Alors, cette idée que le QI augmenterait, elle ne fait pas l'unanimité, bien sûr, parce qu'il peut y avoir des défauts méthodologiques des fois dans les études, enfin les spécialistes ne sont pas toujours d'accord entre eux, mais s'il y a une telle augmentation, il peut y avoir des causes comme l'éducation, par exemple, que le fait d'accéder un peu plus aux informations avec Internet, avec les nouvelles technologies, ou aussi sur les progrès de l'alimentation, voilà, tant des enfants, mais aussi que des femmes enceintes pendant la grossesse. Et tout ça peut expliquer le meilleur développement des facultés cognitives et de meilleurs résultats. Ça, c'est ce qu'on appelle effectivement l'effet Flynn, tout en sachant que actuellement, on dit qu'il n'y aurait plus tellement de gains, qu'on serait arrivé, dans certains pays en tout cas, à un certain plafond de gains qu'on pourrait avoir au niveau du QI. Mais quand on a 160 de QI, on est anormal, enfin on est handicapé? Alors non, ce n'est pas un trouble. Maintenant, maintenant, effectivement, si vous voulez, c'est comme toute différence. Quand on a 160 de QI, donc haut potentiel intellectuel, comment peut-on être heureux? On peut. On peut? Ouais, on peut. Mais comment?
Alors comment? Eh bien tout simplement parce que vous n'êtes pas que votre intelligence, vous êtes plein d'autres choses déjà. Oui. Vous êtes aussi votre personnalité, vos compétences sociales, plein d'autres éléments qui font que même deux personnes qui auraient par exemple 160 de QI n'auraient pas la même personnalité, la même inscription sociale, les mêmes désirs, les mêmes centres d'intérêt, et ça va créer déjà une différence. Après, il est évident que le haut potentiel, ce n'est pas un trouble, mais c'est une différence. C'est une différence rare, puisqu'elle concerne un petit nombre de personnes. Plus vous augmentez, plus la proportion dans la population va diminuer. Donc plus vous allez vous retrouver un petit peu tout seul ou avec très peu de représentants qui auront les mêmes capacités intellectuelles que vous. Ça peut créer des fois un sentiment de décalage. Le fait que on se rend compte que peut-être on résout des problèmes plus vite, on résout des problèmes plus complexes que les autres. Peut-être parfois on n'a pas les mêmes centres d'intérêt si on s'intéresse au domaine intellectuel, ce qui n'est pas dit. Vous avez des gens très intelligents qui ne s'intéressent pas du tout au domaine intellectuel. Voilà, ils aiment d'autres choses, le sport, l'art, d'autres choses. Et ça, effectivement, quand il y a une intelligence très élevée avec des centres d'intérêt très marqués, ça peut créer un décalage avec les autres. Et donc, parfois, se questionner sur qui on est et aussi quel lien on a avec les autres. Mais ce n'est pas systématique. Vous parliez tout à l'heure des réseaux sociaux, que ça nous avait permis d'évoluer un petit peu. Enfin, la masse d'informations liée aux réseaux sociaux et à Internet plus globalement nous permettait un peu de développer et permettait à l'effet Flynn justement d'agir. Donc, si je regarde toute la soirée des reels et des stories sur Instagram, c'est mieux que de lire Madame Bovary ? Alors ça, c'est une affaire de contenu, pas forcément. C'est-à-dire quand on dit accès à l'information, c'est le fait de pouvoir avoir accès à, par exemple, des connaissances. Maintenant, on peut consulter librement, si on veut, certains articles scientifiques, par exemple, sur Internet, ce qui n'était pas forcément le cas avant, où ça nécessitait d'avoir accès à une bibliothèque spécialisée, à une base de données. Là, on peut avoir accès beaucoup plus facilement à tout un tas d'informations. Donc ça, c'est bien, pour la connaissance ou pour la culture. Maintenant, si vous allez regarder autre chose, vous voyez ce que je veux dire? Comme des vidéos très courtes qui ne vont pas vous apporter grand-chose ou des éléments, ou pourquoi pas, même pire, j'ai envie de dire, si vous allez sur la face cachée des réseaux sociaux avec par exemple des interactions très négatives, beaucoup d'agressivité comme on peut voir des fois dans certaines interactions, on voit bien que les gens ne se comportent pas pareil que dans la vraie vie, là ça ne va pas forcément vous apporter grand-chose, que ce soit en termes de qualité de vie comme en termes de connaissances. À la différence, un livre, en tout cas un livre littéraire ou un livre scientifique, il va vous faire travailler votre vocabulaire, il va vous faire travailler par exemple l'expression effectivement littéraire ou vous faire acquérir des connaissances. Donc c'est surtout une question de contenu. Dans votre clientèle, vous avez beaucoup de jeunes, des enfants, enfin vous êtes assez proche des enfants aussi, vous traitez pas mal les enfants à haut potentiel, je crois? Alors, je reçois plutôt des adolescents, moi, à partir de 12 ans, et des adultes. Mais effectivement, j'ai des ados et je reçois les parents des enfants. Alors ça va en parler. Voilà. Ça vous inquiète justement que les jeunes, les adolescents, cette jeunesse soient plus sur les stories et les reels que sur Madame de Bovary pour leur intellect? Si effectivement ils n'utilisent pas le vecteur comme une source d'enrichissement, c'est embêtant. Maintenant, à l'adolescence, la socialisation, c'est important aussi. Ouais. Et la socialisation, elle passe en partie par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça peut être des choses positives quand ça nous relie aux autres, effectivement, et ça peut être des choses plus négatives quand ça nous expose à des phénomènes, par exemple, de harcèlement ou d'autres éléments. J'avais noté aussi que... L'intelligence, le QI, le HPI, il y a beaucoup de stéréotypes autour de ça. Et apparemment, il semblerait que les premières victimes, ce soient les petites filles de 6 ans. En primaire, en scolarité, à l'école. Est-ce qu'elles se rendent compte? Alors, je l'ai noté. Ça les affecte par rapport aux garçons qui, eux, sont sûrs de leur intelligence, voire même la surestiment. Ça existe encore, ça? Alors, je ne sais pas si ça se manifeste aussitôt. Parce qu'effectivement, à cet âge-là, les compétences, les enfants ont un petit peu moins de stéréotypes culturels que plus tard. Maintenant, ce qui est, par contre, quelque chose qu'on peut voir, mais y compris chez les adultes, c'est que les stéréotypes culturels liés à l'intelligence vont influencer notamment les différences hommes-femmes et qu'en moyenne, effectivement, souvent, alors là, ce sont plutôt des observations cliniques, les hommes ont tendance à croire plus à leur intelligence, à avoir un petit peu plus confiance en eux, dans leurs capacités. Voire à se surestimer.
parfois même, on peut dire, à se surestimer. Et les femmes vont être moins habituées, d'un point de vue culturel, à mettre en valeur leurs compétences et à se penser intelligentes. Donc ça, c'est déjà une forme de discrimination un petit peu de fait qu'on peut trouver dans le milieu culturel. Après, c'est loin d'être généralisé et d'être le cas partout, mais c'est un des éléments qui influence effectivement cette vision de l'intelligence, alors que par ailleurs, les filles peuvent avoir de très bons résultats scolaires. Une dernière question, parce que j'étais en train de vous écouter. Enfin, une question parce que j'étais en train de vous écouter. Les tests, ce sont les mêmes partout dans le monde, parce qu'on parlait de culture, justement, de sociabilité, d'environnement. Les tests que l'on fait à Paris, ce sont les mêmes que l'on fait à Tokyo, à Yaoundé, à New York et à Buenos Aires. Alors, les batteries qui sont développées, comme les échelles de Wechsler, par exemple, ce sont a priori les mêmes configurations de tests qui peuvent être proposées dans des cultures différentes, tout en sachant qu'ils sont réétalonnés sur ces populations et adaptés, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a certaines questions qui vont, elles, comporter des éléments culturels qui vont effectivement être adaptés. Donc ça, oui. Maintenant, il reste quand même de conceptions assez occidentales et parfois moins pertinents pour évaluer l'intelligence dans d'autres cultures. Alors, on parle d'autres cultures. Là, maintenant, je vais vous emmener au Bénin, où notre correspondant Kevin Sonsi est allé tendre son micro et a demandé à des étudiants qu'est-ce qu'ils en pensaient, qu'est-ce que voulait dire pour eux haut potentiel intellectuel, QI. On regarde et on en reparle juste après. C'est un être humain tout comme nous d'abord, mais qui a un degré d'intelligence plus haut, je vais dire, que pour nous qui ne le sommes pas. C'est vrai qu'il y a des gens qui se démarquent du lot, mais quand on prend la vie de ces personnes-là, qu'on étudie bien leur parcours, on voit qu'ils ont un parcours qui leur permet quand même d'être aussi bons et d'avoir toutes ces connaissances-là. Sinon, pour moi, en vrai, il n'y a pas de surdoué, il n'y a personne qui détient la connaissance infuse. Les avis sont partagés sur la question liée à l'intelligence et le haut potentiel, en gros sur les surdoués. Considérés comme des personnes au quotient intellectuel élevé, les surdoués sont souvent mal compris en société. J'ai déjà rencontré par contre des personnes qui sont autistes, Asperger, et qui du coup sont, je pense qu'on peut les catégoriser aussi dans la catégorie des surdoués, dans tout ce qui est raisonnement, logique, mathématiques, et qui parfois du coup sont assez mal compris aussi des autres personnes, parce ils poussent tellement loin aussi leur logique, qu'ils ont du mal avec la société ou comment... Enfin, c'est pas forcément eux qui ont du mal, c'est la société qui a du mal avec eux plutôt, à se faire comprendre des uns et des autres. Donc je sais qu'il peut y avoir des fois des personnes surdouées qui peuvent se sentir assez incomprises. Plusieurs aspects les caractérisent d'après ces citoyens béninois que nous avions rencontrés. Je pense qu'il y a deux cas. Il y a des surdoués qui sont pour la plupart renfermés sur eux-mêmes, toujours dans leur coin, qui s'approchent de personnes. Et quand on remarque qu'ils ont en fait un mode de vie carrément différent de ceux qui n'ont pas en fait leur niveau, ils se retirent, je dirais, de la société. Leur problème, c'est les cahiers, les livres. Ce sont des gens, quand on s'approche d'eux, finalement, on se rend compte que ce ne sont pas des gens assez compliqués. On les remarque grâce à leur façon de réagir face aux situations. Moi, je pense qu'il doit avoir une part de, disons, quelque chose inné, qui est en eux et qu'on ne peut pas expliquer comme ça. Ce n'est pas forcément l'enfant des riches. Et on va dire que c'est parce qu'ils ont mis tout à sa disposition qu'il arrive à réagir bien. Parfois, il y en a qui sont très pauvres. Pourtant, ils sont intelligents. On sent qu'ils dépassent les autres. Intellectuellement, ils sont bons. La société, notamment les entreprises, à la recherche de haut potentiel, s'intéressent aux surdoués, mais leur mode de vie est toujours remis en cause. Nathalie, c'est marrant cette perception, on dirait que c'est des gens à part, les gens surdoués à haut potentiel. On parlait de différences de culture. Nous, en Occident, on se prend tous pour des surdoués, des petits génies. Là, il y a plus d'humilité, il y a un recul, c'est une caste de personnes différentes. Comment vous l'interprétez un peu ? Alors là, c'est difficile à travers effectivement quelques témoignages. C'est vrai que en France notamment, moi je peux parler que de la France, que je connais, la question de l'intelligence, elle est un petit peu double. C'est-à-dire qu'elle est à la fois très valorisée et en même temps, elle est l'objet de beaucoup de projections. De projections, qu'elles soient positives ou négatives. C'est un peu sulfureux, l'intelligence. C'est un thème qui déclenche beaucoup de passion. C'est désirable et en même temps, il ne faut pas être trop prétentieux. Vous voyez ce que je veux dire dans cette chose-là. C'est plus bienveillant, je trouve,
l'abord est très bienveillant, mais il y a quand même cette forme de perception d'altérité, de l'idée que c'est un petit peu en marge. Alors c'est intéressant parce que les étudiants qui témoignent là, probablement côtoient d'autres étudiants avec eux qui sont au potentiel ou peut-être le sont et peut-être ne le savent pas d'ailleurs parce que ça ne se voit pas tant que ça finalement. Oui, il y en a qui disent qu'ils sont normaux. Voilà, et des fois, effectivement, on les voit pas. Mais il y a toujours cette idée du surdoué. Il y a une légende autour du surdoué, là, pour le coup, que ce soit dans le témoignage là ou même aussi tout ce qu'on peut voir en France, d'une forme d'étrangeté ou d'être à part. Qui continue à perdurer quand même avec des connotations plus ou moins bienveillantes. Là, on voyait très bienveillantes. Alors, un qui a une connotation un peu moins bienveillante, ça, parce qu'on va terminer sur ça, voilà. C'était Georges Wolinski qui disait « Il vaut mieux être un raté intelligent qu'un con efficace ». Vous êtes d'accord avec ça ? Alors non, moi je serais même plutôt tentée de dire l'inverse, c'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir des capacités intellectuelles moins élevées mais qu'on exploite, dont on fait quelque chose, plutôt que d'avoir un QI très élevé, en dormance, dont on ne fait pas grand-chose, parce que ce qui est important quand même, c'est comment on va contribuer, comment on va réaliser ce potentiel-là. Pour s'épanouir. Oui, puis au service de quelle valeur on le met aussi. Et donc finalement, faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a, c'est ce qui est, je pense, moi, le plus honorable, quelles que soient les compétences qu'on a au niveau intellectuel de départ, parce que ce n'est pas ça qui fait la valeur de quelqu'un. C'est la manière dont il va mettre en acte, effectivement, ce qui lui est donné pour contribuer à sa façon au bien commun. Je crois que c'est bien ce qu'on a compris dans votre discours, c'est qu'en fait l'intelligence c'est une partie, un morceau de ce qui nous construit et de notre développement personnel en fait, tout simplement. Alors on dit, au niveau des définitions de l'intelligence, moi j'aime bien la définition de Robert Sternberg qui est une définition un peu large, mais c'est bien aussi. Il la définit comme une capacité d'adaptation, comme la capacité à penser et à apprendre, et aussi comme la capacité à se comprendre soi-même et à comprendre les autres. Je pense que c'est important parce que cette vision un petit peu plus globale de ce à quoi sert l'intelligence comme capacité d'adaptation et aussi, dans un contexte qui est le contexte de notre milieu, qui est aussi un contexte social pour une espèce sociale qui est la nôtre, c'est important de la resituer comme ça. Et donc, si on veut en savoir un petit peu plus sur le haut potentiel intellectuel et heureux, je vous conseille donc le dernier livre de Nathalie Claubert. Nathalie Claubert, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir été présente sur ce plateau. TLS Plus, c'est terminé pour aujourd'hui. Et comme d'habitude, vous le savez maintenant, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau TLS Plus. Bonne journée à tous. À la semaine prochaine.